RICI, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Désillusion pour le Cameroun. Le pays de Samuel Eto'o et de Roger Mila n'organisera pas la CAN 2019. La sentence de la CAF vient de tomber comme un couperet. Le Nigeria, lui, est engagé dans la lutte contre le paludisme. Le pays compte 25% des personnes affectées par cette maladie dans le monde. Nous irons sur place pour voir ce qui reste à faire. Après des mois de négociations, un nouvel accord commercial a été signé ce vendredi entre les États-Unis, le Canada et le Mexique à Buenos Aires, où se tient le sommet du G20. Bonsoir. Plus de suspense, le verdict est tombé. La Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Réunie à Accra, dans la capitale ghanéenne, la CAF a examiné la question de l'organisation de cette compétition. Conclusion, le pays de Samuel Eto'o et de Roger Mila ne sera pas prêt et donc perd l'organisation du tournoi. Yacouba Ouedraogo revient sur ce long feuilleton. C'est la fin d'un long suspense qui a débuté en août 2017, lorsque lors d'une visite à Ouagadougou au Burkina Faso, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a déclaré que le Cameroun ne sera pas prêt, même pour une CAN à 4 équipes. S'en est suivi une grosse polémique fin septembre 2018 lors d'une réunion du comité exécutif à Sharm el-Cheikh en Égypte. La Confédération africaine de football avait pointé du doigt un retard important dans la réalisation des infrastructures nécessaires à la tenue de la CAN 2019 au Cameroun. Toutefois, le président Ahmad Ahmad avait déclaré début octobre lors d'une visite au pays de Paul Biya que la Confédération africaine de football n'avait pas de plan B. Dieudonné Hapi, responsable à la Fédération camerounaise de football, avait pour sa part assuré que le Cameroun serait prêt. En début de semaine, l'Union nord-africaine de football a écrit à la CAF pour exiger le respect de tous les critères cités dans le cahier de charge pour l'organisation de la compétition. Beaucoup ont vu dans ce courrier un moyen de faire pression sur la CAF afin que la compétition soit éventuellement réattribuée au Maroc. Mais le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekdja, a tenu à calmer le jeu, affirmant que son pays est et sera toujours aux côtés du Cameroun pour organiser une Coupe d'Afrique d'envergure. Un soutien qui n'aura donc pas pesé. La CAN a été retirée au pays de Samuel Eto'o et de Roger Mila, qui connaît actuellement un contexte sécuritaire tendu avec des attaques de Boko Haram dans le nord et un conflit entre l'armée et des séparatistes dans les deux régions anglophones. La CAF va relancer une nouvelle procédure d'appel à candidature pour désigner un autre pays hôte, une chose qui sera faite dès demain samedi. Le Maroc est régulièrement cité par les médias comme possible remplaçant du Cameroun. L'Afrique du Sud devrait aussi postuler pour cette compétition qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint sur ce plateau. Avec vous, Yacouba, nous allons donc décortiquer cette actualité qui tient le monde sportif. Anna Lène, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John et bonsoir à tous. Alors, que dire? Alors, on sera en direct avec, je ne serai pas seul sur ce plateau justement, on a Emmanuel Jules Ntap qui est en direct depuis Yaoundé, la capitale camerounaise. Bonsoir Emmanuel. Yacouba, bonsoir John. Également avec nous, Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Alors Emmanuel, je commence par vous. Dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut dans la capitale camerounaise après l'annonce de ce retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Alors, il faut dire que ce soir, les Camerounais sont en colère et c'est sur la toile qu'ils expriment leur indignation suite au retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Colère contre le gouvernement, notamment. C'est une humiliation du peuple camerounais qui ne doit pas rester impuni, a déclaré par exemple sur Facebook un internaute. C'est du rêve au cauchemar. L'histoire sera d'une certaine méchanceté pour le régime actuel, à commenter par exemple le parti de l'opposition. Alors pour le moment, aucune réaction des autorités camerounaises qui avaient tout misé pour organiser la CAN 2019. Le président Biya avait même annoncé de façon péremptoire que le Cameroun sera prêt le jour dit. Beaucoup y ont cru, mais en vain Yacouba.
Alors, Emmanuel, ne partez pas. Vous avez aussi suivi l'avancement des travaux préparatifs de la CAN 2019. Est-ce que vous pensez véritablement que le Cameroun pourrait être prêt? Non, il faut le dire, pour être sincère, c'est malheureusement le maillon faible du Cameroun qui lui a valu le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Aucun nouveau stade, par exemple, devant abriter les matchs de la compétition n'est prêt. Tout est en chantier. À Garoua, à Bafoussam, à Douala, à Jakoma, à Olende, situé en banlieue de Yaoundé, où devaient par exemple se jouer les matchs d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations. Et par exemple, c'est dans le budget de 2019 que le gouvernement camerounais comptait trouver 9 milliards de francs CFA pour renforcer les plateaux techniques des hôpitaux, réhabiliter 6 hôpitaux dans les villes devant habiter les matchs de la CAN. Autant de retard dans la livraison des infrastructures sportives, hôtelières, routières, qui ont finalement joué en défaveur du Cameroun, qui manquent ainsi d'organiser. Merci bien, Emmanuel. On vous a très bien compris. Le Cameroun n'est pas prêt, le Cameroun ne pouvait pas être prêt. Et les réactions des internautes varient sur la toile, comme on le dit. Alors, John, vous avez quelques propos pour nous. Justement, on a quelques réactions. Celle-ci est de Constant Enzo Stanley qui dit il est camerounais, qui déclare que même dans 50 ans, le Cameroun ne pourra jamais être prêt pour organiser ce tournoi, car au niveau sécuritaire, le nord et l'ouest du pays sont dévastés, n'est-ce pas, par une guerre civile. Il y a en plus des travaux. N'avance pas, Emmanuel le disait tout à l'heure. Une autre réaction, celle-ci de la RDC, de Stone Cézé, qui dit « Le président de la CAF va satisfaire les Maghrébins. Nous le savions depuis, Monsieur le Président, ton problème avec Issa Hayatou ne concerne pas le Cameroun. » Alors, Amine, je me tourne vers vous. Beaucoup crient à la conspiration de l'UNAF notamment, l'Union nord-africaine de football. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas qu'il y ait conspiration. Je pense juste que les règles ont changé. Elles ont changé à Sri Lanka lors du symposium du football africain, lorsque toute la famille du football africain, notamment le congrès de la CAF qui était réuni de manière extraordinaire, a changé les règles du jeu en passant la CAN de 16 à 24 équipes. 24 équipes, ça implique un plus gros investissement, ça implique la présence de 6 stades, 6 sites différents, de nombreux stades annexes pour les entraînements et une infrastructure routière et hôtelière qui doit être au standard minimum exigé par la CAF. Je rappellerai juste une chose, c'est que le changement de timing de la compétition, le changement du format de compétition implique la présence de moyens financiers considérables. Est-ce que le Cameroun pouvait être pris? Il y a eu des coups de semonce depuis 20 mois. Apparemment, les travaux n'ont pas suffisamment bien avancé. Aujourd'hui, l'Union nord-africaine de football, lorsqu'elle s'est réunie à Rabat dimanche dernier, a exigé tout simplement le respect des règles. Il y a eu plusieurs visites d'inspection au Cameroun, notamment la visite d'une commission mixte FIFA-CAF. Et les résultats aujourd'hui ont été délibérés par le comité exécutif de la CAF. Les délibérations duraient très longtemps et le résultat, la conclusion était limpide. Elle pendait au nez du Cameroun. La CAN a été retirée au Cameroun. Maintenant, il va falloir voir si le Cameroun va pouvoir bénéficier par ricochet de l'organisation de 2021, de façon à ne pas dilapider tous les investissements et efforts fournis par ce pays. Mais pour le moment, l'appel à candidature va être ouvert dès demain et il y aura certainement 2 à 3 postulants pour pouvoir organiser cette CAN dans un délai très bref. Merci bien. Amine, et parmi ces 2 à 3 postulants, comme vous le dites, beaucoup citent le Maroc qui est déjà en pole position. Il y a l'Afrique du Sud également qui devrait se proposer pour accueillir cette CAN 2019-là. Mais John, on va juste rappeler que cette réunion du comité exécutif de la CAN et de la CAF s'est tenue en marge de la CAN féminine dont la finale va se jouer ce dimanche entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et l'autre événement sportif, bien sûr, du dimanche, c'est la finale retour en match retour, disons, de la Coupe CAF entre le Raja Casablanca et les Quinois de l'AS Vita Club, les Quinois qui promettent une remontada. Merci Yacouba Ouedraogo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité sur laquelle nous reviendrons bien sûr dans nos autres éditions. Autre sujet d'actualité ce soir et en République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination et la Lucha, 2 organisations influentes opposées au président Joseph Kabila, ont mis en garde ce vendredi contre tout report des élections du 23 décembre et contre les conditions de vote prévues pour ces scrutins. L'une des questions qui divise, c'est notamment les machines à voter rejetées par une partie de l'opposition qui met en doute leur fiabilité donc. Restons en RDC pour parler d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé ce vendredi que cette épidémie qui touche le pays en ce moment
est la seconde plus grave de l'histoire. L'ONG International Rescue Committee avait déjà annoncé jeudi qu'un pic historique avait été atteint avec 426 contaminations, 245 décès et un taux de mortalité de 57%. Nous savons qu'il ne s'agit pas de chiffres abstraits, mais que ceci représente donc de lourdes pertes pour les familles, voire la disparition de familles entières, a déclaré Tariq Jazarevic, porte-parole de l'OMS. La crise d'Ebola, la plus grave, avait sévi en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Le virus avait alors provoqué la mort de plus de 11 000 personnes. La République centrafricaine a besoin d'aide pour nourrir ses enfants et ses populations affamées, cachées dans la brousse ou avec des groupes armés. 2 enfants sur 3 dans le pays ont faim et ont besoin d'aide. C'est ce qu'annonce ce vendredi les Nations Unies qui chiffrent à 1,5 million le nombre d'enfants concernés. L'ONU souligne par ailleurs que la violence, les attaques contre les humanitaires et les pénuries de fonds augmentent le risque de famine dans le pays. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé un appel de fonds de 57 millions de dollars. À ce jour, seulement 44% de ces fonds ont été reçus. Je vous propose de suivre cette réaction de Christine Mouhigana. Elle est représentante de l'UNICEF en RCA. La République centrafricaine est peut-être bien la crise la plus négligée au monde. C'est l'un des pays les plus pauvres et les moins développés, et les travailleurs humanitaires y interviennent dans des endroits parmi les plus dangereux au monde. Les conditions de vie des enfants y sont terribles. Un enfant sur 4 est soit un déplacé ou un réfugié, mais pratiquement tous les enfants de ce pays ont besoin d'assistance. Une campagne de distribution de médicaments antipaludéens aux enfants dans l'État de Borno, au Nigeria, a permis de réduire la maladie, rapporte l'Organisation mondiale de la santé. Le Nigeria reste cependant le pays le plus touché par le paludisme, avec 25% des cas dans le monde. Beaucoup reste donc à faire dans ce pays, ce grand pays du continent, pour enrayer la propagation de la maladie. Irénée Herman Umbo. Lorsque le fils de Yakoura Ibrahim, âgé de 4 ans, a eu la fièvre au début du mois de novembre, elle l'a immédiatement conduit à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'il souffrait de paludisme et lui ont donné des médicaments. Mais des jours après, il n'y avait aucune amélioration. Aux environs de 20 heures d'un soir, mon fils est décédé. Les enfants et les réfugiés sont les plus vulnérables au Nigeria, pays le plus touché par le paludisme, avec plus d'un quart du taux d'infection enregistré au niveau mondial. Selon l'OMS, l'État de Borno à lui seul a enregistré par semaine en 2017 plus de 8000 nouveaux cas. L'organisation se réjouit cependant des résultats de sa campagne saisonnière qui vise à traiter plus de 850 000 enfants de moins de 5 ans. L'OMS aide le gouvernement de l'État de Borno à toucher les enfants de cette tranche d'âge au cours de la période de pointe de la transmission. Nous avons commencé en juillet, puis terminé ce mois de novembre. Et nous observons de bons résultats. Bien que l'OMS n'ait pas encore mené d'études d'impact, les cliniques ont enregistré cette année moins de cas de paludisme. Les décès dus à la maladie sont en baisse, mais l'arrêt de sa transmission par les moustiques reste encore un défi. La campagne en cours n'atteint pas encore les Nigérians déplacés par les violences des militants de Boko Haram et vivant dans des camps. Des efforts supplémentaires sont alors nécessaires pour nettoyer les eaux stagnantes où les moustiques se reproduisent afin de réduire la propagation du paludisme et protéger les plus vulnérables. Et puis après des mois d'âpres négociations, le président américain Donald Trump, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président sortant du Mexique Enrique Peña Nieto ont signé ce vendredi à Buenos Aires l'accord États-Unis-Mexique-Canada, l'AEUMC, succède à l'accord de libre-échange nord-américain, plus connu sous l'ALENA. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie. Des valises à énergie solaire pour éclairer des salles de classe. Ça se passe au Kenya. Une véritable révolution dans les zones rurales. Nous irons en République démocratique du Congo où le slam s'implante petit à petit avec la montée des artistes comme Yekima. Et puis, ne manquez pas Culture Hebdo avec Roger Muntu qui nous parlera, entre autres, du reggae qui fait son entrée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est vendredi et comme tous les vendredis, nous parlons culture et c'est avec Roger Muntu. Roger Muntu qui est quelque part. Roger peut nous rejoindre sur le plateau. S'il vous plaît, Roger, voilà. Est-ce que Roger peut être là? Voilà, donc on va revenir sur Roger tout à l'heure. Et maintenant, Roger, on va revenir sur vous tout à l'heure. On va plutôt parler et commencer par la musique. Donc, les slams, prestations généralement évaluées par le public, se sont développées à Chicago au milieu des années 80. Depuis lors, ils se sont répandus dans le monde entier. En République démocratique du Congo, l'artiste Yekima utilise cette poésie parlée pour sensibiliser le public aux problèmes de son pays, de la politique à l'évolution socio-économique. Ce slammer dit transmettre un message important à ses concitoyens, surtout par les temps qui courent. C'est un reportage signé Arzuma Compaoré. Il s'appelait Mobutu. Considéré comme l'un des meilleurs slammeurs de la République démocratique du Congo, Yekima a réussi à attirer un nombre considérable de fans, notamment grâce aux médias sociaux. Son slam le plus célèbre, Les années du Zaïre, revient sur le régime de l'ancien président congolais Mobutu Sese Seko. Un appel au régime actuel à se souvenir du passé pour éviter une répétition, dit-il. Moi, il y avait des gens qui me disaient, mais dans la chanson, tu fais le panégyrique, les louanges de Mobutu. Non, moi j'ai dit non. C'est un rappel, on ne peut pas l'en détacher. Quand on parle des années Zaïre, on ne peut pas l'en détacher. Cependant, j'évoque le Djalelo qui, jusqu'à ce jour, existe encore. Bonjour. Yekima, qui a commencé à slammer en 2008, assure que cette forme d'expression artistique lui tient particulièrement à cœur. Dans l'afro-slam, qui est mon style, je suis un témoin de ma société. J'écris ce que ma société me renvoie, en bien ou en mal. Quand j'observe la société, je suis un observateur fiefé de la société qui m'est proche. Le slammer a profité d'un récent spectacle à Kinshasa pour faire un autre saut dans le passé, évoquant l'historique match de boxe de 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman qui s'était déroulé dans la capitale congolaise. Une nouvelle occasion pour Yekima d'inciter à la réflexion. Yekima, c'est un artiste dans son slam qui soulève des questions avec différentes thématiques exploitées et qui te laisse à toi de prendre la décision. Aujourd'hui, Yekima diversifie son afro-slam en y incorporant des chants d'une chorale dont il était membre. Un signe de son incessante créativité, lui qui dit puiser les rythmes de sa culture afin de donner à ses textes un parfum d'authenticité. Voilà, Roger nous a rejoint, raison de protocole, il n'a pas pu être là aussitôt que prévu, mais le rendez-vous de Culture Hebdo est honoré. Bonsoir Roger. Bonsoir John. Alors, on parle du reggae qui fait désormais partie du patrimoine culturel de l'humanité. L'UNESCO l'a dit depuis. John, moi je dis, si Bob Marley doit être, il doit être heureux là où il se trouve. Vous l'avez dit, John, le reggae a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le jeudi 29 novembre. Cette mesure intervient à l'issue de la 13e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au centre Swami Vivekananda à Paille, à l'île Maurice. Cet événement, on doit le dire, se tient d'ailleurs pour la première fois à Maurice, un endroit que Jacques Aristide, notre collègue, connaît trop bien. L'organisme de l'ONU a signé la contribution
contribution du reggae jamaïcain à une prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité, et à sa dimension à la fois cérébrale, socio-culturelle, sensuelle et spirituelle. John, cette musique est vite aussi devenue, comme on le sait tous, populaire ici aux États-Unis et au Royaume-Uni, importée par de nombreux immigrés jamaïcains après la Seconde Guerre mondiale. Elle a souvent revendiqué le titre de musique des opprimés, abordant des questions sociales et politiques, la prison et les inégalités. Le reggaeman Alpha Blondy exprime sa joie d'ailleurs. C'est une très grande fierté et en même temps une très grande humilité. Savoir que le travail que nous faisons, que les messages que nous envoyons ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds et que l'humanité que nous défendons en la glorifiant, en dénonçant ses travers, cette humanité mérite d'être aussi célébrée, d'être respectée. Tous les amoureux du reggae n'auront plus à raser les murs. Et puis les gens ont compris que le reggae n'est pas un phénomène de mode. Parce que l'injustice n'est pas une mode. Dieu n'est pas une mode. La pauvreté n'est pas une mode. La misère, la guerre n'est pas une mode. Voilà, une bonne nouvelle donc pour tous les reggaeman. Donc, Roger, coup d'envoi ce vendredi du Festival international du film de Marrakech. Oui, John, après une année blanche, le Festival international du film de Marrakech, FIFM, s'ouvre sous le signe des étoiles avec la présence annoncée de grands noms, en tout cas, comme Martin Scorsese, Robert De Niro, Agnès Varda, Robin Wright ou Guillermo del Toro. Environ 80 films de 29 pays seront projetés pendant le festival prévu jusqu'au 8 décembre. Les traditionnelles séances à ciel ouvert sur la très touristique place Gemma El Fna permettront au grand public de voir des films populaires d'Inde, du Maroc ou des États-Unis. Pendant l'édition 2016, la place avait accueilli quelques 80 000 spectateurs. L'édition 2017 du festival avait été annulée après le départ de sa directrice, Melita Toscane du Plantier. Après 14 ans d'exercice, le festival a prévu plusieurs soirées d'hommage pour célébrer les carrières de l'acteur américain Robert De Niro, la britannique Robin Wright, de la réalisatrice française Agnès Varda et du marocain Djilali Ferrati. Alors, Roger, les futurs mariés Priyanka Chopra et Nick Jonas sont bien arrivés en Inde avec leurs proches. Ils devraient se dire oui dans quelques jours. Tout le monde en parle en tout cas. Un vent de folie souffle sur l'Inde, John. Dans quelques jours, la star du pays, Priyanka Chopra, épousera son compagnon, le jeune chanteur Nick Jonas, dans un palace à Jodhpur. Fraîchement arrivés à Bombay, les jeunes mariés ont commencé à célébrer leur union avec leurs proches qui ont tous posé leurs valises sur le sol indien. Aux anges, l'actrice de Quantico a partagé sur les réseaux sociaux une première photo des deux familles réunies sur laquelle on pouvait voir ou apercevoir le frère aîné de Nick, Joe, venu accompagner de sa fiancée, la star de la série Game of Thrones, Sophie Turner. Très amis, les deux couples ont profité, John, de leur première soirée ensemble en Inde pour aller au restaurant mardi soir. Ils ont quitté Bombay ce mercredi matin en jet privé, s'il vous plaît. En tout cas pour Jodhpur-Ville où se tiendra la cérémonie. Dans quelques jours, ce sera j'espère que je vais bien dire ça, Unmed Bhowan Palace, l'un des hôtels les plus luxueux du monde, comme le veut la tradition indienne. Priyanka Chopra portera une robe écarlate et Nick Jonas un costume ivoire devant leurs proches. Ils échangeront leurs vœux sous un mandap. Une structure traditionnelle, c'est pas John, si tu as déjà vu ça, à 4 piliers, ils vont être transportés. Les photos promettent alors d'être sublimes. On va sûrement vous montrer à nos téléspectateurs la semaine prochaine, si on a le temps. Voilà, et l'agenda culturel, c'est tout de suite, John. Et voilà, John, c'est tout pour notre segment Hebdo Culture. Je vous laisse aller continuer à signer vos autographes. Merci et à la semaine prochaine. Merci, John. Bon week-end. Alors, des valises à énergie solaire éclairent désormais les salles de classe dans les zones rurales du Kenya.
Avant cette révolution, le village était alimenté par des petites lampes à pétrole qui non seulement coûtaient plus cher, mais causaient aussi des problèmes de santé. C'est un reportage de Mariama Diallo, récit de Blanche Sano. Alimentées à l'énergie solaire, ces valises autonomes de 12 volts aident les élèves à réussir leur année scolaire. Vous pouvez apprendre les leçons et prolonger le temps d'apprentissage. Les valises solaires ont été déployées dans des écoles situées dans les régions isolées du Kenya et de l'Afrique subsaharienne. Un grand soulagement pour les bénéficiaires. Cela me causait beaucoup de problèmes de santé, notamment au niveau de la poitrine et des yeux. Mais celle-ci n'a aucun effet sur la santé. L'école était classée parmi les moins performantes du pays. Mais grâce aux valises solaires, les responsables de l'établissement s'attendent à une différence dans les résultats académiques. Nous avions très peu d'élèves qui partaient au lycée. Mais à présent, presque tout le monde y va parce qu'il y a assez de temps pour lire, assez de lumière pour lire et il n'y a plus de problème. Ce matériel est fourni par l'organisation caritative californienne We Share Solar en partenariat avec une ONG locale. Le programme We Share Solar est spécial parce que les valises solaires bleues pour l'éducation sont fabriquées par des étudiants du secondaire dans le cadre de leurs cours de sciences et d'ingénierie, puis offertes à des écoles rurales ou à des camps de réfugiés au Kenya qui manquent d'électricité. Les valises sont fournies avec des panneaux solaires, une batterie, 6 lampes LED, un port USB pour charger les appareils mobiles et une lampe frontale rechargeable par USB. Allons à présent à Liverpool, en Angleterre, où une sculpture de 27 pieds est composée de 100 000 lames confisquées et remises aux forces de police à travers le pays a été exposée hier. Baptisée Snipe Angle, elle met en lumière la question de la criminalité au couteau au Royaume-Uni. Conçue par Alfie Bradley, sa fabrication a pris plus d'1 an. Elle sera exposée à l'extérieur de la cathédrale anglicane de Liverpool au cours de la période de Noël. Une autre façon donc de lutter contre la violence. Et ces images impressionnantes de plongée qui nous viennent de Chili, dans le deuxième plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Sud. Plongée réalisée par 2 jeunes passionnés qui accumulent des records et des titres dans le domaine. Notamment le 3e titre en Coupe du Monde de plongée sur la falaise, dont les 2 jeunes ont choisi le lac du centre de la Patagonie pour leur dernier plongeon de 2018 et ils sont les premiers plongeurs de falaise à descendre à l'eau sur le lac Général Carrera. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.